Bonsoir et bonsoir Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne. Je vous présente ceux qui vont vous interroger à mes côtés ce soir. Clément Méric de LCP, bonsoir Clément. Bonsoir. Victoria Coussa de France Info, bonsoir Victoria. Bonsoir. Et bonsoir Thierry Fabre de Challenge, bonsoir, qui est avec nous. Sans oublier évidemment Hugo Couturier, alias Hugo au perchoir. Vous pouvez réagir sur la chaîne Twitch Assemblée nationale. Hugo fera remonter vos interrogations et vos points de vue évidemment à vous directement. Avec vous Mathilde Panot, on va revenir sur le vote de la loi spéciale qui a eu lieu il y a une heure à l'Assemblée nationale pour boucler financièrement l'année. Vous vous êtes abstenu, vous nous direz pourquoi, en attendant un gouvernement au complet qui, lui, sera chargé de trouver un budget pour toute l'année 2025. Au cours de cette émission, vous débattrez aussi avec Antoine Basbous. Il est spécialiste du monde arabe et de l'islam, Syrie, Liban, Gaza, le Proche-Orient en guerre, avec Israël pas loin. On va commencer par la situation dramatique à Mayotte, ravagée après le passage du cyclone Chido samedi. Des rafales de vent à plus de 220 km/h ont balayé l'archipel où un tiers de la population vit dans des structures précaires, voire des bidonvilles. Le bilan humain risque d'être très lourd. Le préfet a évoqué des milliers de morts possibles, avec peut-être des difficultés pour les identifier. Dans l'immédiat, les secours vont déjà essayer d'entrer dans les zones les plus ravagées où l'eau et la nourriture manquent. L'hôpital a été très endommagé. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est sur place depuis ce matin et il devrait faire le point sur ces opérations de secours. Mathilde Panot, Bruno Retailleau est au front. Dans un contexte où un gouvernement n'est pas encore nommé, on est dans un gouvernement démissionnaire, la continuité de l'État, ça vous rassure ? Je crois que c'est important et que personne ne peut faire de polémique sur ce qui est en train de se passer à Mayotte. D'abord, je voudrais avoir un mot d'émotion. Enfin, faut imaginer, le préfet parle effectivement de centaines, voire d'un millier, voire de plusieurs milliers de morts, et dont on sait déjà qu'on ne pourra pas avoir le nombre de précis de victimes, et y compris avec... une information qui est assez glaçante, c'est que probablement on connaîtra le nombre d'enfants qui sont morts dans ce qui est la plus grande catastrophe climatique depuis 90 ans sur Mayotte, le jour de la rentrée scolaire en janvier, par le nombre d'enfants qui ne seront pas là à l'école. Donc je crois qu'on est sur une situation qui est absolument dramatique. Il faut imaginer dans n'importe quel département de l'Hexagone où il y aurait plus de 1000 morts sur une catastrophe climatique, l'émotion que ça aurait provoqué et que ça doit provoquer... Ça suscite de l'émotion. Évidemment, et ça doit nous interroger à la fois sur l'aide immédiate sur la situation humanitaire et aussi sur le développement à plus long terme pour Mayotte. Parce que hier, dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a dit le pouvoir méprisant et incapable occupé par son nombril n'a rien prévu ni organisé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Alors, beaucoup de choses, et je pense qu'il y a différents temps dans le moment que nous vivons. La première chose, c'est évidemment d'aider immédiatement et notamment d'envoyer le plus de renforts possible, le plus de secours possible, aider à faire en sorte, vous avez dit, une situation catastrophique, plus d'eau, plus de nourriture pour un certain nombre de personnes, des risques d'épidémie qui peuvent se développer. Donc ça, c'est l'urgence immédiate. Ensuite, face au dérèglement climatique, parce qu'on sait que ces cyclones vont se multiplier et notamment croître en intensité, il faut préparer le pays et adapter. Et je le dis avec une volonté d'avancer sur cette question. Nous avions gagné une proposition de résolution de commission d'enquête à l'Assemblée nationale dans le cadre de notre niche parlementaire sur la manière dont l'État était actif pour justement adapter les territoires dits d'outre-mer, qui sont les plus à même justement d'être à risque devant le dérèglement climatique qui est aujourd'hui irréversible, de savoir justement comment est-ce qu'on préparait les territoires dits d'outre-mer. Commission d'enquête qui avait été ensuite sabotée, mais je ne vais pas rentrer dedans. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire d'urgence, c'est savoir justement comment est-ce qu'on rend les territoires les plus résilients possibles. Donc, est-ce que vous allez redemander une commission d'enquête ? Oui, je pense qu'il faudrait le faire et que c'est important et que Jean-Philippe Nilor, qui est député martiniquais de mon groupe, qui l'avait demandé, savait justement ce qui pouvait s'abattre à la fois sur Mayotte, donc, mais sur d'autres territoires. Vous dites qu'il le faudrait, mais vous allez le faire. Vous allez redemander une commission d'enquête. Oui. Sur les Outre-mer ou sur Mayotte ? Non, je pense que... Alors, sur Mayotte, c'est important, notamment parce que Mayotte est le territoire en France où il y a le plus grave problème de crise d'eau. Moi, j'avais mené une commission d'enquête comme présidente d'une commission d'enquête sur la question de l'eau et dans ce cadre-là, nous avions fait plusieurs auditions. J'avais été en Guadeloupe, dans lequel la situation est très grave, mais j'avais fait plusieurs auditions sur Mayotte, puisque un tiers des habitants n'ont pas accès à l'eau potable. Et dans ce cadre-là, on avait fait un certain nombre de recommandations. Donc je pense qu'évidemment, c'est très important sur Mayotte, mais tous les territoires dits d'outre-mer sont exposés. Donc une commission d'enquête sur tous les outre-mer qui doit être lancée à ce moment-là. L'heure est à la solidarité nationale, a écrit le groupe La France Insoumise dans un communiqué, groupe que vous présidez. Ça veut dire que
à l'heure qu'il est, ça doit être la priorité numéro 1 d'Emmanuel Macron et François Bayrou pour les jours qui viennent. Oui, et ça doit être la priorité. Et je suis surprise que François Bayrou, par exemple, ne comprenne pas que le symbole qu'il envoie en allant justement au conseil municipal de Pau, au moment même où il y aura la réunion de crise, alors qu'il suivra en visio, je veux pas... Mais que le symbole qu'il renvoie en faisant cela est un symbole qui, justement, après 20 ans de politique d'abandon de Mayotte, est un signal qui, je crois, est très mauvais. Alors je rappelle, je resitue, parce que François Bayrou est toujours maire de Pau, donc il doit démissionner. Ah, moi, je pense qu'il devrait démissionner, oui. De quoi ? De son mandat de maire. Mais vous savez, il n'est même pas encore la question vaut d'être posée, avouez. C'est une bonne question que vous posez. Avouez que la question vaut d'être posée. Il n'est même pas encore passé devant l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on n'y a pas été, c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas été au rendez-vous on va y revenir tout à l'heure. À Matignon, notamment parce que dans toute démocratie, on commence par un vote de confiance. Et c'est à partir de là, ce n'est pas juste le fait du prince Emmanuel Macron qui nomme un Premier ministre qui fait qu'il est Premier ministre, c'est un vote de confiance devant l'Assemblée. Donc vous dites, aujourd'hui, François Bayrou doit démissionner de son poste de maire de Pau. Bien sûr. Ça me paraît tout à fait logique qu'on ne peut pas être à la fois Premier ministre de la France et maire d'une ville. En tout cas, demain, il y aura des questions au Premier ministre. Mais vous vous rendez compte, juste pour que vous vous rendiez compte de ça, par exemple, ça veut dire très concrètement que lors de la réunion d'urgence sur Mayotte, avec peut-être 1 millier, peut-être plus d'1 millier de personnes qui sont mortes dans notre pays, dans la plus grande catastrophe humanitaire qu'ait connue la France depuis très longtemps, le Premier ministre ne sera pas là physiquement, du fait de son double mandat. Enfin, je veux dire, je dis pas ça par esprit de polémiquer sur des personnes, sur je ne sais quoi. C'est juste des choses très concrètes sur quelle est la possibilité d'un Premier ministre d'exercer à la hauteur du mandat qui lui a été donné. Donc, la conclusion qu'il doit en tirer, c'est de quitter la mairie de Pau. Ou alors de quitter aussi... en tout cas, comme nous voulons le censurer, vous savez, il peut aussi rester à la mairie de Pau et ne pas être Premier ministre. Ça nous va très bien. Demain, il va y avoir des questions au Premier ministre. C'est lui qui sera là, devant vous, à l'Assemblée nationale. C'est une séance un peu particulière. Vous pourrez interroger, puisqu'il y aura une question par groupe, François Bayrou. Ce sera sur les Comores. Sur Mayotte, pardon. Ça sera probablement sur Mayotte, oui. Ce sera votre question à François C'est en ce moment le bureau de mon groupe qui était en train de le décider. D'accord, mais ce sera a priori sur Mayotte, la question. Oui, je pense. Oui, il y avait une question pour vous, Madame Panot, d'un Mahorais qui demande pourquoi vous obstinez-vous chez LFI à dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration à Mayotte et pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'y met jamais les pieds alors que Marine Le Pen vient tout le temps. On dirait que vous ne voulez même pas chercher à arracher Mayotte à l'extrême droite. C'est vrai que par exemple aux élections législatives, aux dernières élections, il n'y a pas eu de candidat de gauche. Alors il y a eu un candidat LO et un candidat d'hiver gauche, mais qui n'étaient pas sous l'étiquette NFP, qui ont eu moins de, je crois, 3 ou 4% au niveau des circonscriptions. Alors, nous avons des liens avec Mayotte, notamment beaucoup de par, d'abord, les députés réunionnais qui sont en lien assez constant et qui se sont rendus plusieurs fois à Mayotte. Il se trouve que Clémence Guettet, qui est première vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'y est rendue il y a quelques années. Donc, nous avons des députés qui régulièrement se rendent à Mayotte et ont des échanges. Nous avons Mathilde Ligné, qui est non seulement la première ouvrière agricole à avoir été élue comme députée à l'Assemblée nationale, mais qui a vécu à Mayotte et qui a de nombreux liens, notamment avec des agriculteurs à Mayotte. Donc ça, c'est la première chose pour dire qu'il n'y a aucun des intérêts du groupe sur ce qui se passe à Mayotte. Et le début de votre question était sur la question de dire sur la question de l'immigration. L'immigration, oui. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas de problème dans ce qui se passe à Mayotte. Et pour le problème d'immigration. Oui, je veux dire, là, vous avez, je vous parlais de la question de l'eau, par exemple, vous avez un vrai problème d'accès à la ressource en eau, de quantité d'eau disponible sur Mayotte, avec d'ores et déjà le nombre d'habitants que compte Mayotte. Renforcé par l'immigration clandestine. Oui, je viens de dire ça, justement, mais cela passe par, justement, des négociations diplomatiques avec les Comores, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que Mayotte compte un grand nombre de mineurs, c'est-à-dire d'enfants non accompagnés, et que la France a largement les moyens d'organiser les choses pour faire en sorte que tout le monde ait une vie digne, qu'on s'occupe de ces enfants non accompagnés, et qu'ensuite il y ait des relations diplomatiques avec les Comores qui permettent de travailler au fait que chacun et chacune puisse retrouver une vie digne, dans des conditions qui sont les meilleures
meilleure possible. Parler de l'actualité immédiate parlementaire. Les suites de la motion de censure, il faut boucler les fins de mois. Une loi spéciale a été débattue et votée à la quasi-unanimité tout à l'heure à l'Assemblée nationale, sauf la France Insoumise qui avait un positionnement à part, mais on va y revenir. Et Yaël Braun-Pivet avait refusé ce matin vos amendements sur le barème de l'impôt, autrement dit pour aligner les impôts sur l'inflation et éviter que des Français se retrouvent imposables ou voient leurs impôts augmenter. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie démissionnaire Antoine Armand avait expliqué pourquoi. Ce projet de loi n'est pas un budget car il n'est pas sous-tendu par une prévision de croissance, de déficit ou d'endettement. Ce n'est en aucun cas un texte qui peut nous laisser croire que nos déficits ont disparu, que notre dette n'existe plus et qu'il n'y a pas d'urgence budgétaire. Notre déficit est là, notre dette est là, l'urgence budgétaire est là, quelles que soient les expressions de celles et ceux qui ne veulent pas la voir. Alors pour commencer, Thierry Fabre de Challenge. Thierry, Madame Panot, est-ce que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est d'avoir voté cette loi, parce que c'était quand même très important, il y avait un risque potentiel que les fonctionnaires ne soient plus payés, que les impôts ne soient pas collectés. Est-ce que déjà, et le fait que cette loi soit votée à une écrasante majorité, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Écoutez, nous, si on ne s'est pas opposé à cette loi, c'est parce que justement, elle permettait la continuité de l'État. Donc évidemment que c'est normal qu'il puisse y avoir cette loi qui permet de continuer de prélever les impôts. Là, je souriais un peu en entendant le ministre démissionnaire parce que nous parler d'endettement et de dette, quand ce sont eux qui ont fait 1000 milliards de dettes depuis 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, je trouve ça assez fort de café. Pourquoi vous êtes abstenu? Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est abstenu? D'abord parce que sur la question donc des recettes, nous sommes sur le budget 2024 et que nous n'étions pas favorables au budget 2024. Mais surtout, et là, je veux insister sur un point qui rejoint la question que vous posez. Depuis le vote de la motion de censure et même un peu avant, il y a des démagogues de peur qui sont agités de partout, qui nous expliquent que lorsque Barnier et le gouvernement Barnier seraient tombés, eh bien, il y aurait une pluie de sauterelles sur notre pays, l'hiver nucléaire, le soleil ne se lèverait plus. On a jusqu'à une ancienne première ministre qui a été expliquée. Je veux quand même que vous, journalistes, vous reveniez sur cette question. Une ancienne première ministre qui explique qu'au 1er janvier, les cartes vitales ne fonctionneraient plus, ce qui est évidemment complètement faux. Donc, on a agité des peurs pour faire peur aux Français et aux Françaises. Donc pourquoi vous êtes abstenu? C'est qu'il n'y a pas de shutdown et la réalité, c'est que ça va continuer, qu'il y aura un nouveau budget. Pourquoi nous sommes-nous abstenus? C'était le budget 2024 avec lequel nous sommes en désaccord, mais surtout, on nous a refusé l'amendement. C'est quand même fort de café, là aussi. On agite les peurs en disant 18 millions de Français vont payer plus d'impôts parce qu'il n'y aura pas d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et lorsque nous proposons un amendement sur lequel tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que personne ne saisira le Conseil constitutionnel, eh bien là, on le déclare irrecevable au dernier moment. Vous étiez averti. Alors que c'était Yaël Braun-Pivet elle-même qui avait dit que c'était possible. Alors tous les ministres en charge du dossier avaient averti, il y a déjà plusieurs semaines, qu'il n'était pas constitutionnel de mettre cet amendement qui permettait d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu. Le Conseil d'État, qui est quand même l'institution suprême en la matière, avec d'excellents juristes, nous a dit que ça n'était pas constitutionnel. Est-ce que donc pourquoi ne pas avoir admis qu'il y avait quand même un risque d'augmentation des impôts en votant cette loi spéciale? Alors, expliquez-nous, comment vous pouvez affirmer, alors que le Conseil d'État nous dit l'inverse, que c'est constitutionnel? Alors d'abord parce que vous avez, à chaque fois des périmètres d'interprétation, pardon. Donc le Conseil d'État, effectivement, dit que selon lui, ce n'est pas constitutionnel, mais le Conseil d'État donne un avis. Et vous savez que vous devez saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il décide que ça soit anticonstitutionnel. Si tous les groupes sont d'accord pour dire que ce n'est pas constitutionnel, ça aurait été un moyen de nous protéger. Mais je vais vous dire pourquoi c'est faux. Parce que vous savez comme moi que c'est en mai, que vous allez déclarer vos impôts. Et donc que ce n'est pas vrai que les gens vont voir leurs impôts augmenter parce qu'un budget serait voté en février ou en mars. Mais ce qu'ils font en faisant cela... Bien sûr, mais il y aura un autre budget, ça c'est une évidence. Mais en faisant cela, ils font augmenter la pression et une forme de chantage sur la discussion du budget que nous aurons juste après. Et comme Charles de Courson le rappelait ce matin en conférence, cet après-midi, en conférence des présidents, il se trouve qu'il y a des précédents dans l'Assemblée, 3 précédents d'ailleurs, où vous avez des budgets qui ont été votés en mars et même en 1925, c'est Charles de Courson qui disait ça, qui ont été votés le 14 juillet. Donc je pense que ce n'est pas vrai que ça va faire augmenter les impôts des gens, mais que ça aurait été une protection qui permettait ensuite que... Comme c'est une interprétation en disant que c'était à périmètre constant, on aurait très bien pu accepter cet amendement et personne n'aurait saisi le Conseil constitutionnel sur cette question. Mais ça veut dire qu'à vos yeux, il y a eu un abus de pouvoir de la part de Yaël Braun-Pivet. Elle n'a pas pris une décision en droit. C'était une décision politique pour vous?
Écoutez, Yael Braun-Pivet a dit elle-même, c'est elle-même qui a évoqué la possibilité d'un amendement qui, s'il n'y avait aucun groupe qui saisissait le Conseil constitutionnel, était possible. Elle a ensuite redit devant la ministre démissionnaire qu'elle gardait sa liberté et qu'il était tout à fait possible de garder la liberté de l'Assemblée de pouvoir légiférer. Donc je pense qu'il y a eu des pressions politiques qui ont fait qu'effectivement il y a eu une interprétation politique. Il viendrait d'où ces pressions politiques? Pardon. Vous savez, c'est pas la première fois qu'Yael Braun-Pivet sort de son rôle. Hein. Mais d'où viennent ces pressions politiques? Notamment d'un gouvernement qui ne voulait absolument pas que cet amendement soit voté. Mais je vais vous dire, non, mais dans tous les cas, aussi, parce pour que dans la rassurer tribune les gens dimanche, qui déjà, nous écoutent, dans tous les cas, les impôts des gens n'augmenteront pas. Et je vous invite à regarder... à tout prix indexer immédiatement parce que c'était une protection, une manière de répondre aux fake news que répand partout ce gouvernement. Et je vous invite à regarder la lettre qui a été envoyée par Éric Coquerel et Charles de Courson, comme président de la Commission des finances et rapporteur du budget, qui ont envoyé une lettre au Premier ministre, donc, qui vient juste d'être nommé, M. Bayrou, pour lui demander une loi spéciale à la rentrée, dans laquelle nous pourrions mettre l'ensemble des dispositifs, notamment l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, mais aussi des mesures d'urgence pour les agriculteurs, etc., qui pourraient être votées dès le début de l'année et qui permet de faire respirer celles et ceux qui pourraient être impactés. Sur ce texte, vous avez eu un retour du Premier ministre ou un retour des autres groupes, puisque vous étiez en conférence des présidents ce matin, vous avez dû leur en parler, ils sont d'accord? Alors, on a commencé à en parler, mais il se trouve que la conférence des présidents, pour être très précise sur des choses de détail, était à 15h45, que nous commencions la séance à 16h par un hommage aux Mahorais et aux Mahoraises décédés dans le cyclone, et donc que nous avons une nouvelle conférence des présidents demain. Vous n'avez pas de réponse, évoqué, mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, effectivement. Une loi spéciale vient donc d'être votée. Dans quelques mois, il faudra un budget, un vrai, digne de ce nom. Est-ce que vous êtes prêts, vous les Insoumis, à des compromis sur ce budget ? Mais je vais vous dire, ceux qui ne sont pas prêts au compromis, ce sont les macronistes. Il ne vous a pas échappé que nous avons fait voter 159 amendements dans le dernier budget. Que ces amendements ont été votés parfois avec le MoDem, c'est la question des superdividendes, ont été parfois votés avec l'IOT, ont été parfois... Donc, nous avons réussi à trouver des majorités sur 159 amendements, au point qu'on parlait d'un budget nouveau Front populaire compatible. C'est de refaire le même budget qui a été abandonné ? Alors ça sera le nouveau gouvernement qui le décidera. Mais moi, je pense que s'il repart du même budget, qui est celui qui essaye de faire payer au peuple les cadeaux qui ont été faits pendant des années aux plus riches et aux multinationales, ils vont se heurter aux mêmes difficultés et que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, ce que nous disons, c'est que nous savons et que nous avons démontré, y compris dans un contre-budget très précis, ce que nous ferions au gouvernement si nous avions un président de la République qui juste respectait la démocratie et laissait le nouveau Front populaire gouverner. Oui. Vas-y. Non, mais c'est sur la question des compromis qui vous étaient posés. Vous renvoyez la balle dans le camp des macronistes, comme vous dites. Mais par exemple, le MoDem a défendu des mesures de taxation des superprofits, des superdividendes que vous aviez votées en commission. Vous seriez prêt à refaire la même chose et à aller sur ce terrain-là et à chercher des compromis là-dessus? Mais évidemment, je le répète, nous avons voté avec le MoDem sur un certain nombre de taxations des superdividendes, des superprofits, et sur lequel nous sommes d'accord pour aller dans ce sens-là. Est-ce que nous voulons un travail est déjà engagé sur le budget qui arrive? Est-ce que vous êtes déjà mis autour de la table pour trouver ces compromis-là? Encore une fois, nous avons fait la démonstration que nous avions une majorité à l'Assemblée sur 159 de nos amendements. Surtout parce qu'ils sont abstenus. S'ils se mobilisaient, je pense que si on avait un gouvernement NFP, je pense qu'ils se mobiliseraient plus quand même. Peut-être, mais ça, c'est pas notre responsabilité. Si vous avez des députés du bloc bourgeois qui sont de temps en temps, en score de forme 20 à être présents et de temps en temps seulement 1 à voter leurs propres amendements. Donc encore une fois, ils sont aujourd'hui minoritaires dans l'Assemblée. Ils ne viennent pas à l'Assemblée soutenir le budget que portait le gouvernement Barnier. Et donc je le dis juste en termes arithmétiques, nous sommes mobilisés pour faire passer ces amendements et nous avons eu des majorités. Alors, Thierry Fabre. La France a été dégradée par l'agence de notation Moody's il y a quelques jours. Et alors la raison est intéressante puisque l'agence parle de fragmentation politique qui fait que, à leur avis, il n'y aura pas de redressement des comptes publics. Les derniers chiffres montrent que les intérêts de la dette atteindraient 75 milliards en 2027. Ce sera le premier budget de la France devant l'éducation. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction de votre part de voir à la fois notre dette qui augmente, mais le coût de remboursement qui augmente et l'impact que ça peut avoir sur notre budget lié à l'instabilité?
Enfin, lié à l'instabilité, lié à un président de la République qui, encore une fois, ne respecte pas le résultat des urnes. Je vais vous dire, ce ne sont pas les agences de notation qui sont souveraines dans ce pays. Il y a un seul souverain dans ce pays et il s'appelle le peuple. Et je rappelle que Jean-Luc Mélenchon était celui qui allait ruiner la France, c'est ce qu'on racontait à longueur de journée lors des différentes présidentielles que nous avons fait, en faisant, à ce moment-là, on lui reprochait de vouloir faire 100 milliards de dettes. Nous parlons de 1000 milliards de dettes avec Emmanuel Macron. Donc ceux qui nous font la leçon et qui sont en train d'appauvrir la France avec 300 plans de licenciement actuellement, mais surtout un plan de licenciement complètement silencieux qui, moi, m'inquiète énormément, qui est le record de défaillances d'entreprises, 66 000 défaillances d'entreprises qui sont majoritairement des très petites entreprises de moins de 11 salariés et même souvent de moins de 3 salariés. C'est souvent des boulangeries, des petits restaurants, etc., qui sont le plus grand plan de licenciement dans notre pays. Je vais vous dire, ce qu'il faut faire dans ce pays, c'est relancer la consommation populaire. Parce que 53% du produit intérieur de la France est justement le résultat de cette consommation populaire qui permet justement de relancer le carnet de commandes des petites entreprises. On va parler maintenant de François Bayrou, nouveau Premier ministre, le 4e depuis le début de l'année. Quand sera nommé le prochain gouvernement et avec qui? Ces questions restent en suspens pour le moment. En attendant, François Bayrou a commencé à recevoir aujourd'hui et jusqu'à demain les représentants des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, sauf vous, parce que vous avez décliné l'invitation, on va y revenir. Premier à avoir franchi le perron de Matignon ce matin, Marine Le Pen et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Le Premier ministre nous a exprimé le souhait que l'ensemble des députés soient traités de manière parfaitement égale. C'est-à-dire que chaque force politique puisse être entendue, soit respectée. C'est évidemment un sujet de satisfaction pour nous, parce que il y a 11 millions de Français qui ne souhaitent pas être mis au banc, en quelque sorte, du fonctionnement démocratique de notre pays. Clément. Mathilde Panot, c'est une bonne chose que François Bayrou ait voulu recevoir tout le monde, y compris le Rassemblement national? Si vous avez un Premier ministre qui, après être passé à l'Assemblée, après avoir demandé un vote de confiance, rencontre l'ensemble des groupes parlementaires, je ne trouve pas ça choquant, effectivement. Nous, la raison pour laquelle nous avons refusé de nous rendre à ce rendez-vous, c'est que nous défendons un principe. Et le principe, c'est que lors de ces discussions, avant le passage à l'Assemblée avec le discours de politique générale et le vote de confiance que nous demandons, nous n'avons aucun intérêt à aller discuter de la formation d'un gouvernement auquel nous ne voulons pas participer. Et je le rappelle parce que, là encore, nous n'allons pas participer à un gouvernement avec ceux qui prônent la non-abrogation de la retraite à 64 ans, qui ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, etc. En boycottant ces réunions, vous voyez un paysage politique nouveau qui se dessine et que vous soyez sur la touche à côté, isolé en quelque sorte? Non, je crois au contraire que notre position est très claire et très compréhensible pour les gens. Nous ne participerons à aucun gouvernement d'union nationale et il n'y a aucun accord de non-censure à trouver. D'ailleurs, je l'ai dit très respectueusement au Premier ministre lorsque je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit nous ne participerons pas à un gouvernement, donc nous n'avons aucun intérêt à en parler. Nous ne négocierons pas un accord de non-censure, puisque avec tout le respect que je lui dois, nous avons d'ores et déjà annoncé que nous censurons un gouvernement qui est illégitime, d'autant plus s'il ne demande pas le vote de confiance. Ça veut dire que votre objectif est donc de faire tomber le gouvernement de François Bayrou le plus vite possible, pour fragiliser Emmanuel Macron? Mais en fait, vous avez l'air de porter ça sur des choses personnelles. Mais nous défendons un principe. Le principe de fidélité à la promesse qui a été faite aux électeurs et aux électrices, notamment de fidélité au programme qui a fait élire les 193 députés du Nouveau Front Populaire, première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous ne voulons pas vivre dans un pays dans lequel la démocratie n'est plus respectée. La fin du projet démocratique n'est pas ce que nous voulons. Et vous regarderez qu'en Allemagne, par exemple, aujourd'hui, Olaf Scholz est tombé suite au vote de confiance qui avait été demandé et qu'il y aura donc de nouvelles élections. Et quand vous êtes dans une impasse politique pour le pays, ce qu'il faut faire, la seule chose qui reste comme solution, c'est le retour aux urnes et le retour au peuple. Donc, selon vous, dans le contexte dans lequel on est, on peut se permettre de ne pas avoir de gouvernement au moment où on n'a pas de budget digne de ce nom. C'est ça que vous dites. Mais vous savez, si Emmanuel Macron avait respecté le résultat des urnes, nous n'en serions pas là. Enfin, faut quand même remettre les choses dans le bon sens. Vous avez eu une mobilisation extraordinaire des citoyens le 30 juin et le 7 juillet dernier, qui ont donné en tête, certes sans majorité absolue, je suis tout à fait d'accord avec cela, mais c'est ce qui se passe partout, en tête le Nouveau Front Populaire. Dans toutes les démocraties, vous
vous donnez une chance à la coalition arrivée en tête, qui ensuite se charge d'aller discuter avec les uns et les autres et trouver des compromis à l'Assemblée. C'est ce que font vos partenaires du NFP, justement. Ils sont en train de discuter. Non, ils le font dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'eux, ils ne disent plus en préalable la nomination de quelqu'un du nouveau Front populaire, qui ensuite, c'est le gouvernement qui va discuter. Vous savez, ce n'est pas le rôle d'un président de la République de mettre tout le monde autour de la table pour renégocier d'un accord programmatique sur un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas le rôle d'un président, c'est le rôle d'un gouvernement. Faut pas parler du quoi, justement. C'est pas le moment de parler du quoi avant de parler du qui. Mais écoutez, la Macronie a été battue 3 fois dans les urnes. Les gens, y compris lors des dernières élections législatives, mais aussi lors des élections européennes, lors des dernières législatives, ont décidé massivement dans les urnes qu'ils voulaient tourner la page d'Emmanuel Macron, d'un certain autoritarisme, et donc ils ne voulaient plus de la politique qui était menée, notamment de la retraite à 64 ans, qui a été passée en force contre l'ensemble du peuple, contre l'ensemble des syndicats, contre 93% des actifs. Et vous vous retrouvez avec M. Bayrou, qui trouve tout à fait légitime qu'il y ait une obstruction du gouvernement et des macronistes lors de notre niche parlementaire quand nous décidons d'abroger cette réforme des retraites sur laquelle nous avons une majorité à l'Assemblée. Vous ne soyez pas allé le voir pour voir ce qu'il avait dans le ventre sur certains sujets qui peuvent vous intéresser. Il était rappelé tout à l'heure qu'il a été partisan de taxer les plus fortunés. Et notamment, M. Mattei a fait une offensive sur la taxe sur les superdividendes. Sur la retraite, il a non pas critiqué le passage à 64 ans, mais fortement critiqué la méthode. Sur la proportionnelle, il est partisan depuis longtemps de la proportionnelle, une idée qui peut vous intéresser. Pourquoi ne pas être allé le voir pour apprécier jusqu'où il voulait aller avant de fermer la porte directement ? Mais parce que la base du programme qui va être porté par M. Bayrou, moi je ne connais pas encore. Mais si, mais je ne vais pas faire semblant de jouer aux lignes rouges, aux lignes vertes, aux lignes bleu, blanc, rouge, comme certains disent, parce que cela n'existe pas. Je veux que vous compreniez que ce qui a été fait, y compris par le gouvernement Barnier, même s'ils ont mis une contribution exceptionnelle sur les plus riches, qui était déjà trop et qui faisait s'évanouir de douleur des députés macronistes, eh bien, ce qu'ils ont continué de faire, c'est de prendre sur les pauvres, sur les malades, de taper sur les fonctionnaires, de refuser qu'on abroge la retraite à 64 ans. Donc, je le dis, moi, j'ai été élu pour m'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, pas pour lui servir de supplétif, pas pour pouvoir continuer de quelque manière que ce soit le macronisme. Hugo. Oui, 2 remarques. Vous parlez souvent de gouvernement illégitime. Est-ce que la solution pour vous, ce ne serait pas de nommer Lucie Castet? Et si elle s'en va, quel argument vous répondrez? Est-ce que vous serez prêt à dialoguer avec la majorité la majorité présidentielle si jamais Lucie Castet venait à se faire renverser? Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on aura essayé votre solution et ça ne marche pas? Et il y a une question dans le chat qui dit: il apparaît clairement que le blocage du pays est acté pour un long moment avec la tripartition de l'Assemblée nationale. Des compromis sont nécessaires, mais dans le régime présidentialiste de la 5e, compromis rime avec compromission. Vous êtes en faveur de la 6e République et la question c'est pourquoi vous ne communiquez pas plus dessus pour faire rentrer ce débat à l'antenne par exemple? Non, c'est très juste et c'est pourquoi moi, y compris au-delà du fait que je pense que nous sommes arrivés dans un moment où Emmanuel Macron doit partir puisqu'il est à l'origine du problème et du blocage du pays, et je le dis d'autant plus que c'est ce qui permettrait par les urnes de trancher sur les grandes orientations du pays, qu'il me semble qu'une des choses qui est prioritaire, je l'ai dit à plusieurs reprises et je le redirai autant de fois qu'il faudra, c'est de faire une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée qui permet au peuple de réécrire les règles du jeu, de réécrire les règles justement de la Constitution et donc de notre vie commune politique, et par exemple de mettre en place quelque chose qui serait très utile pour sortir de la situation, qui est le référendum révocatoire, qui offrirait là aussi une issue positive au blocage du pays. On a compris que vous avez un désaccord stratégique, notamment avec le PS, sur la méthode, on va dire, mais si le PS obtient par exemple de François Bayrou des mesures de pouvoir d'achat pour les Français, des mesures pour la transition écologique, s'il obtient qu'il n'y ait pas de recours au 49.3, vous direz quoi? Vous direz bravo, ce sont des avancées concrètes que vous avez obtenues? Mais écoutez, comment voulez-vous qu'ils obtiennent qu'il n'y ait pas de recours au 49.3? Expliquez-moi mathématiquement. Ces résultats concrets, vous saluerez Mais écoutez, nous, à chaque fois qu'il y a eu des gouvernements dans lesquels nous étions dans l'opposition, qui permettaient de faire avancer un peu un sujet à un endroit, même si le monde d'Emmanuel Macron ressemble fort à un monde de malheur, et je ne trouve pas que la situation ait beaucoup avancé pour le pays, elle a même beaucoup reculé. Il n'y a qu'à regarder par exemple les questions de la mortalité infantile, du nombre de personnes pauvres, du nombre d'enfants à la rue, etc., etc. Mais à chaque fois qu'il y a eu des avancées, nous les avons votées. Donc nous ferons la même chose. Mais nous ne participerons pas à faire continuer le macronisme. Et je crois que là aussi, c'est ce sur quoi chacun et chacune a été élu et que chacun devrait s'en rappeler. Moi, je pense qu'à la fin, l'ensemble du nouveau Front populaire votera la motion. Vous verrez.
Donc vous allez déposer une motion de censure et vous Qui pensez... sera voté Alors, pour l'ensemble du NFP, avez-vous dit, c'est le pari que vous prenez. Exactement. Victoria, je vous reprends de ta parole. donc selon vous, les forces du NFP vous soutiendront lors de la prochaine motion de censure? Nous avons dit que si le Premier ministre ne se soumettait pas à un vote de confiance, comme c'est le cas dans toutes les démocraties, alors nous déposerons une motion de Et censure. vous pensez que les socialistes vont la voter? Eh bien, je prends mon pari, effectivement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, Qu'est-ce voilà. qui vous Mais fait dire ça parce que il n'y a aucune manière de changer de politique avec les macronistes actuels. Je veux dire, il faut quand même. Ils vont être obligés de regarder- rentrer à la niche, enfin dans la famille, je vous Non, appelle à ça la comme vous niche, voulez. mais ne soyez pas Non, si dans la violent, famille, monsieur dans le la Tellier. famille, dans la famille. À la maison, peut-être. À la maison, pourriez-vous comme vous dire. voulez, mais c'est pas Voilà. un chien, c'est pas Non, agréable, je pense effectivement qu'ils vont devoir revenir à la raison sur cette question. Pourquoi? Donc ils vont voter Vous la avez- motion de censure, vous le prenez de pari. Oui. Oui, C'est je pas une prends le pari. invitation, c'est un pari. Oui. Enfin, c'est une invitation Paris, comme vous voulez. vous restera Mais je vais une vous, motion de censure. je vais vous expliquer. Sur le 49 de Oui, mais ça, on Vous va avez pas tout revenir à sur fait le raison, détail. mais comme nous pouvons, je pense que nous serons plusieurs groupes à pouvoir le déposer, puisque par exemple les communistes ont aussi dit que dans le cas où il n'y aurait pas de vote de confiance, ils déposeraient aussi une motion de censure. Donc déjà, nous sommes à 2 groupes. Je pense que les écologistes peut-être déposeraient avec nous, et que donc nous pouvons déposer juste à 58 et ensuite avoir un peu de marge sur le reste. Je laisse Et vous finir, avez je raison, laisse c'est un finir point avant important. Donc, ce que je voulais dire, c'est que donc s'il n'y a pas de vote de confiance, nous déposerons et nous voterons une motion de censure. Et je voulais venir sur un deuxième aspect que vous aviez posé, qui vient de m'échapper. On parlait de la motion de censure, mais si vous voulez, je vous pose une autre question, peut-être. que ça va Allez-y, vous revenir. Sur la motion de censure, le risque que vous prenez aussi, c'est qu'elle ne passe pas, cette motion de censure, et finalement que vos appels à la démission du président soient un peu effacés à travers... C'est excellent, vous m'avez rappelé la suite de ce que je voulais. Et ben Pourquoi voilà. il n'y aura pas de changement? C'est pour ça que je disais que les socialistes n'obtiendront rien. Voilà, ça c'était pour répondre. Vous avez Monsieur Barnier qui est tombé avec une motion de censure pour la première fois depuis 62 ans. Mais il n'est pas tombé seul, il est tombé avec le budget le plus violent socialement et écologiquement jamais présenté de toute l'histoire de la Ve République. Donc lorsque vous avez quelqu'un qui vous propose 60 milliards d'économies, ce qui est la trajectoire qu'il voulait prendre, avec les jours de carence pour les fonctionnaires, les pensions de retraite non indexées, alors qu'elles seront indexées au 1er janvier pour tout le monde, avec 4000 postes de professeurs en moins, etc. C'est d'une violence incroyable. Vous croyez qu'ils vont faire une seule concession là-dessus et qu'ils vont arrêter la politique qui nous a menés à 1000 milliards de dettes, qui Et nous c'est a pour menés ça, à donc, si autant je de suis votre pauvreté? idée, que les socialistes devront voter la motion de censure, ou voteront la motion de Je censure. pense qu'il n'est pas possible d'apprécier les orientations budgétaires qu'ils vont faire, qui ne vont pas changer, puisqu'ils ne... C'est eux qui Donc c'est refusent pour ça, je termine, que de les changer de socialistes vont voter logiciel la motion de censure. économique. Exactement, puisque nous avons été élus sur une rupture avec Alors. un système qui, manifestement, la politique de l'offre, donne les 300 plans de Alors. licenciement, donne Sauf que un c'est pas endettement si incroyable évident. Bon, regardez, ce matin, Olivier Faure, et un super enrichissement des plus Patrick riches. Caner, Boris Vallaud ont été reçus par le Premier ministre à Matignon. Et il y a 2 solutions, soit la motion de censure, soit essayer de trouver des compromis. Et écoutez ce qu'a dit Olivier Faure en sortant. Nous sommes dans l'opposition et nous cherchons à comprendre quelles sont les conditions à partir desquelles nous pourrions être amenés à ne pas censurer le gouvernement. Et donc nous étions prêts à gouverner en étant ouverts au compromis. Nous sommes dans une opposition qui est elle-même ouverte au compromis. Encore faut-il qu'un chemin soit ouvert. Et de ce point de vue, pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim. Nous n'avons pas encore d'indications précises sur la façon dont le Premier ministre entend gouverner. Mathilde Panot, opposition et compromis, c'est compatible, selon Mais vous? encore une fois, nous faisons des compromis. Je vais vous donner un exemple de compromis que nous faisons, par exemple. Nous avons présenté, lors de notre niche parlementaire, une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans qui n'a jamais été votée par cet hémicycle, qui a été passée de force par 49.3. L'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans passe la retraite à 62 ans. Ce vote a été empêché par les macronistes qui ont fait une obstruction. Nous ne sommes pas favorables à la retraite à 62 ans. Nous sommes favorables à la retraite à 60 ans. Eh bien, par exemple, ça, c'est un compromis immédiat que nous faisons. Nous avons fait des compromis lorsque nous arrivons à faire passer 159 amendements qui ne sont parfois pas à la hauteur de ce que nous voudrions faire et de ce qui est dans notre contre-budget, mais qui nous permettent, je crois, d'avancer dans la bonne direction. Le résultat de la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est les 500 plus grands patrimoines français qui ont vu doubler leur fortune depuis 2017. C'est les dividendes au CAC 40 qui se sont vus là aussi doublé pour les actionnaires depuis 2017. Donc maintenant, ça suffit. Ça suffit le monde de malheur où tout le monde souffre pendant que certains se gavent. Voilà ce que nous disons. On a entendu votre pari sur le fait que vous pensez que tout le nouveau Front populaire votera votre motion de censure, mais quand même, si jamais un de vos partenaires s'engageait sur cet accord de non-censure, est-ce que vous estimez qu'il s'exclurait de lui-même du nouveau Front populaire ?
Je pense que oui, ce serait une rupture avec le nouveau Front populaire et la promesse qui a été faite aux électeurs et aux électrices. C'est-à-dire qu'il y aurait des conséquences politiques à payer pour ce partenaire-là, notamment en cas de nouvelles élections législatives. Je ne crois pas qu'ils vont faire ça. Je ne crois pas qu'ils vont aller jusqu'à là. Et encore une fois, je rappelle que Olivier Faure lui-même disait le 30 août 2024 à Blois que lorsque Emmanuel Macron appellerait pour dire qu'il pouvait donner un petit quelque chose sur la retraite, un petit quelque chose sur le SMIC, eh bien que jamais les socialistes n'accepteraient cela parce qu'ils n'accepteraient jamais d'être les supplétifs du macronisme. Donc je pense qu'Olivier Faure va retrouver la voie qu'il tenait le 30 août 2024 et revenir à la raison. Et très rapidement, vous diriez que le PS, que les socialistes sont vos partenaires ou vos adversaires aujourd'hui? Ah non, je dirais pas que c'est mes adversaires. Écoutez, on s'est présentés. Enfin, il y a un moment, il faut avoir un peu de cohérence dans la vie. Nous nous sommes présentés ensemble sur le même programme, élus sur le même programme, il y a moins de 6 mois en gagnant les élections. Donc, je dis juste, nous restons fidèles et cohérents avec ce que nous portons. Et je vais vous dire sur la démission d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas juste la France Insoumise qui demande la démission d'Emmanuel Macron. 64% des Français pensent qu'il doit démissionner. C'est Jean-Michel Apathy qui disait qu'une présidentielle anticipée était irrévocable et qu'on allait aller vers ça. C'est David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. C'est Monsieur De Villepin qui dit cela. C'est Jean-François Copé. C'est Monsieur Charles de Courson qui dit que là aussi, nous n'avons pas d'autre choix que de retourner aux urnes pour pouvoir trancher les grandes orientations. Alors, on va revenir sur 2027 tout à l'heure, mais Thierry. Toujours dans les mêmes choses. Sur les rapports avec les socialistes, est-ce que vous ne pensez pas, quand on voit les réactions de différents dirigeants socialistes, que finalement, votre alliance, elle est surtout électorale et que sur le fond, vous avez de grosses divergences qui, en ce moment, en fait, émergent. On voit bien que souvent en off, les dirigeants socialistes nous disent il faut absolument qu'on s'émancipe de la France insoumise parce que souvent on n'est pas d'accord sur le fond. Et c'est vrai que l'alliance, c'est une alliance électorale, le programme il a été fait extrêmement rapidement. On a le sentiment qu'en ce moment c'est un révélateur et qu'on voit bien que sur le fond vous n'êtes pas d'accord avec eux. Effectivement, nous ne serons jamais d'accord avec ceux qui disent, par exemple, qu'ils renoncent à l'abrogation de la retraite à 64 ans. Nous ne serons jamais d'accord avec cela. Mais je vais vous dire, c'est à eux de déterminer cela. La dernière fois, la NUPES a été brisée, je le rappelle, sur la question des élections européennes, alors que nous demandions une liste unique, que je le rappelle, si nous avions eu une liste unique aux élections européennes, eh bien, nous aurions pu faire jeu égal, voire surpasser le Rassemblement national, et que Emmanuel Macron n'aurait pas fait la dissolution dans ce cadre-là. Donc, cela n'a pas été brisé de notre faute, mais de leur fait. Donc, je redis ici, nous restons fidèles à ce que nous avons porté devant les électeurs, et le nouveau Front populaire, c'est un programme, une stratégie commune et des alliances pour avoir des candidatures communes. Le nouveau Front populaire continuera dans tous les cas. Est-ce que ça peut aller plus loin, par exemple, Victoria? Oui, avec Jean-Luc Mélenchon qui propose une candidature LFI au reste de la gauche. Il propose, on dirait plutôt qu'il s'impose, vous ne pensez pas? Non, je ne crois pas. Jean-Luc Mélenchon a été le candidat, par exemple, avec les communistes à plusieurs reprises, à 2 reprises dans les élections présidentielles, et nous avons dit qu'il y aurait une candidature insoumise que nous proposerons à une candidature commune. Je vous rappelle que dans le cadre d'une présidentielle anticipée... Dans tous les cas de figure, il y aura une candidature insoumise à la présidentielle? Oui. Même s'il n'y a pas d'accord? Oui. Même s'il n'y a pas d'accord pour une candidature unique. Mais je vous rappelle, vous allez recommencer à désespérer les gens en disant c'est impossible, etc. La dernière fois, il a manqué 420 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour arriver au second tour, alors qu'il y avait des candidatures de tous bords. Et je remarque que vous ne dites pas, par exemple, que Fabien Roussel s'impose alors qu'il a d'ores et déjà dit qu'il était candidat, que vous ne dites pas que M. Hollande s'impose alors qu'il dit qu'il est contre une candidature commune. Donc, Jean-Luc Mélenchon pourrait se soumettre, par exemple, à une primaire? Mais nous sommes contre les primaires. Pour le coup, nous avons là aussi reconnaissez que nous avons une forme de cohérence sur cette question. Je vais vous expliquer. Si Emmanuel Macron démissionne, parce que moi, pourquoi est-ce que je crois qu'il doit démissionner? D'abord parce qu'il n'a pas respecté le suffrage universel, mais ensuite parce qu'il lui reste 30 mois à faire dans son mandat. Et que 30 mois, vous avez déjà eu le gouvernement le plus éphémère de la Ve République, celui de M. Barnier, qui a tenu 3 mois, qu'il lui faut à peu près 10 Barnier et Bayrou pour pouvoir tenir encore. Donc vous imaginez quand même la difficulté devant laquelle il est. Donc à un moment, la seule manière de sortir de cette impasse, c'est de revenir à une élection présidentielle. Dans ce cadre-là, vous savez, la Constitution donne
20 jours au minimum, 35 jours au maximum. Vous croyez vraiment qu'on a le temps de faire une primaire qui ne s'adresse qu'à un certain nombre de gens qui sont d'ores et déjà convaincus? Je ne le crois pas. Et que nous serons en plus dans une situation internationale et nationale très compliquée. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon a l'expérience et même la force de caractère pour pouvoir y aller. On imagine. Oui, il y a plusieurs questions. Vous avez employé tout à l'heure le terme de bloc bourgeois, donc je présuppose pour parler du bloc central, du bloc central. Vous pouvez définir ce que vous entendez par là. Et de l'autre, c'est une discussion qu'on a eue en live sur ma chaîne tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme un peu de suffisance de la part des insoumis, un peu de si on est au second tour face à Madame Le Pen, ce sera plié. Je crois que M. Mélenchon disait Marine Le Pen contre une chaise, la chaise serait élue, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de suffisance quand même? Et si jamais l'extrême droite gagne en 2027 ou avant, vous aurez l'air un peu finaux. Alors, le bloc bourgeois, c'est ce qui vient d'une analyse de ce que nous avons fait suite à l'élection présidentielle de 2017 sur la manière dont il y a une tripartition aujourd'hui du paysage politique et ceux qu'on appelle l'extrême centre, enfin ceux qui se sont du coup réunis pour faire élire Emmanuel Macron. C'est notamment Paolo Barini, le chercheur, qui les appelle comme ça, qui les appelle le bloc bourgeois. Et je trouve que c'est une solution assez pratique puisque maintenant on ne sait plus comment les appeler, socle commun qui n'ont rien de commun entre eux. Bon, donc bloc bourgeois, je trouve que ça définit bien ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Sur la suffisance. La question de la suffisance. Si Jean-Luc Mélenchon est face à Marine Le Pen, il est sûr de gagner. Non, enfin, nous avons dit nous disons depuis 10 ans qu'à la fin, ça se terminera entre eux et nous. Excusez-moi, mais nous n'avons pas tout à fait eu tort. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que la Macronie est en train de s'effondrer et que, justement, le grand choix qui va s'offrir au pays, c'est de savoir s'ils veulent aller du côté de l'extrême droite ou du côté du bloc populaire. Et j'ose espérer qu'il ira du côté du bloc populaire. Je vais vous dire, nous mettons toutes nos forces pour que jamais le pays ne tombe au fascisme, pour que jamais nous nous retrouvions dans une situation comme c'est déjà arrivé dans le pays, contrairement à ce qui est souvent dit, puisque l'extrême droite a déjà dirigé ce pays sous Vichy. Donc, nous combattons l'extrême droite, nous ne faisons pas avec eux des petits arrangements sur l'aide médicale d'État pour essayer de ne pas se faire censurer, sur une nouvelle loi immigration, et donc je ne sais pas de quel côté cela tombera, ça dépendra notamment de ce qu'on appelle le quatrième bloc, pour revenir à la tripartition. Moins péremptoire de ce fait. Mais le quatrième bloc, c'est les abstentionnistes. Et nous faisons quelque chose qui est un travail vraiment très important pour redonner le goût de la politique aux gens et pour justement les faire retourner aux urnes. Et je crois que de là dépendent les grands choix du pays. Sauf que le bloc bourgeois, comme vous dites, le bloc centriste, vous allez en avoir besoin si vous arrivez à vous hisser au second tour pour ne pas faire gagner l'extrême droite. Oui, si le bloc bourgeois joue le jeu. Je vais vous donner l'exemple des dernières législatives. Aux dernières législatives, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un barrage républicain pour priver l'extrême droite du pouvoir. Nous l'avons tenu parfaitement, ce qui n'est pas le cas du bloc bourgeois pour le coup, ou du socle commun, de la manière dont vous voulez l'appeler. Nous l'avons tenu parfaitement dans toutes les conditions. Et donc, lorsque nous sommes arrivés en tête, parce que c'est ça qui s'est passé, c'était à eux de faire le report de voix. Et vous verrez que le report de voix a été bien moins bon du bloc bourgeois vers le Nouveau Front Populaire que ce que les électeurs du Nouveau Front Populaire ont fait vers les macronistes lorsqu'il le fallait pour priver l'extrême droite du pouvoir. Donc c'est à eux de faire le travail sur cette question. Avant de recevoir l'invité qui va débattre avec vous, quand même cette dernière information via l'AFP, François Bayrou qui est à Pau, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a entendu les critiques évidemment sur le fait qu'il soit à Pau. Il dit, lui, qu'il défend le cumul des mandats pour les ministres et les parlementaires. Oui, je crois que ça, c'est un désaccord fondamental. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, par exemple, moi, je suis députée depuis maintenant 7 années et je le dis, si vous voulez faire bien le travail de parlementaire, que ça soit pour légiférer, pour contrôler l'action du gouvernement, pour faire le lien justement avec nos concitoyens et nos concitoyennes, je crois que vous ne pouvez pas cumuler les mandats. Donc, et encore moins quand vous êtes Premier ministre de la France dans une situation aussi compliquée au niveau national et international. Donc, une loi pour revenir au cumul des mandats, ce serait non tout de suite. Bien sûr. Là, il pourrait y avoir débat aussi à gauche, non ? Peut-être, mais je crois que très majoritairement, ce serait la même réponse que moi. Oui, même si c'est François Hollande qui a fait voter cette loi. Mais apparemment, ça change. Il y a certains qui voudraient bien redevenir député-maire. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Vous ne serez pas candidate à des municipales, par exemple ? Moi, personnellement, non. Oui, jamais. Ah si, peut-être un jour. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Face à vous, tout à l'heure, va entrer sur le plateau un spécialiste du monde arabe pour sortir des débats franco-français, parce qu'il y a tout ce qui se passe dans le monde et que LFI a pris des positions tranchées sur la situation au Proche-Orient. Son portrait est réalisé par Clément Perrault. Face à vous, Mathilde Panot, un spécialiste du Proche et Moyen-Orient, politologue et directeur de l'Observatoire des pays arabes, un cabinet de conseil réputé. À l'heure de la chute du régime El-Assad en Syrie,
Il s'interroge sur les nouveaux maîtres du pays, et notamment Mohamed Al-Joulani, leader de l'organisation islamique Hayat Tahrir al-Sham, dite HTS. Joulani n'a pas un programme de démocrate chrétien suédois. C'est un conservateur islamiste, mais qui a mis beaucoup d'eau dans son vin. Une méfiance que vous partagez, Mathilde Panot. Voici vos mots quelques jours après la chute du régime. Nous partageons une vigilance sur les nouveaux maîtres du pays en Syrie et nous redisons que l'avenir du peuple syrien doit appartenir au peuple syrien. En revanche, notre invité n'a pas tout à fait le même regard que votre parti sur son pays de naissance, le Liban. Il porte un regard très critique sur le Hezbollah. Depuis 40 ans, le Hezbollah fait régner la terreur au Liban. La population associe le Hezbollah à la faillite économique, à l'effondrement des infrastructures, à la corruption, à la violence, à la drogue. Bref, des mercenaires de l'Iran et des semeurs de chaos responsables de tout leur malheur. Pas vraiment le même discours que celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est une hypocrisie totale, à partir de là, de dire que le Hezbollah pose un problème. Le Hezbollah est une composante du peuple libanais. Et ce n'est pas à nous de décider qui est une bonne composante et qui est une mauvaise. Face à vous ce soir, Mathilde Panot, Antoine Basbous. Et nous accueillons donc Antoine Basbous sur le plateau de l'Indice et politique. Je vous laisse saluer Mathilde Panot. Bonsoir madame. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Ravi de vous recevoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Et vous avez presque 10 minutes à peu près pour débattre avec Mathilde Panot. Vous commencez, alors il y a plein de pays qu'on pourrait évoquer, bien entendu. On va commencer par la Syrie, bien sûr. Écoutez, le paysage politique régional a connu un séisme majeur qui n'est pas achevé. On a assisté depuis une trentaine d'années à l'application d'un axe de la résistance, d'un croissant chiite mis en place par l'Iran autour d'Israël, Gaza, Liban, Syrie, Irak, Yémen. Et cette alliance a passé à l'action le 7 octobre 2023. Israël a souffert pendant 10 mois et puis il a repris l'initiative. Il a brisé le Hamas. Il a cassé, décapité le Hezbollah, et puis maintenant c'est la chute d'Assad. Et je pense que nous devons nous préparer aux conséquences de ce séisme qui n'est pas terminé, parce que je présume que le Yémen sera sur la liste et que peut-être l'Iran lui-même pourrait être touché avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, Assad, c'est le dernier relais de cette puissance. Il est tombé lâchement, sans combattre. Il a, pendant ces 13 dernières années, il a envoyé à la mort 600 000 personnes, dont 100 000 sous la torture. Il a envoyé sa femme et ses enfants le 30 novembre de Syrie, pour la première fois depuis 2011, ce qui m'avait permis de dire qu'il devait sentir la faim. Et une semaine après, il les a rejoints, ainsi qu'il a rejoint ses milliards à Moscou. Qu'est-ce que vous voulez demander à Mathilde Panot de ce fait? Écoutez, moi je ne suis pas de très près votre politique étrangère, mais je lui demande rien, simplement de prendre acte qu'il y a un séisme régional majeur, que l'Iran est en train d'être brisé, son influence décapitée, et que la France doit être prête aux lendemains qui sont en train de changer. Panot, vous faites le même état des lieux. La France doit être prête aux lendemains qui doivent changer, quitte à intervenir, ou d'une façon ou d'une autre, j'allais dire. Alors, bon, moi, sur le séisme politique, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a aujourd'hui une région qui est à feu et à sang et qui va énormément bouger et sur lequel, moi, je crois que la France a une voix très peu audible actuellement, notamment puisqu'elle a pris une position puis l'autre. Et moi, je suis assez inquiète de l'effacement de la voix de la France dans la région. Ça, c'est la première chose. La France a une voix effacée ? Oui, la France ne peut pas être faible en France et forte à l'étranger. Donc la puissance de la France proviendrait de sa puissance, de son assurance en France et en Europe, avant de se projeter à l'étranger. La deuxième chose, c'est sur la Syrie, sur lequel moi j'essaye de suivre attentivement ce qui se passe. Moi j'ai notamment une inquiétude très forte au-delà de ce que va faire le nouveau pouvoir sur ce qui va se passer sur le nord de la Syrie, au Rojava, avec les Kurdes, qui était mon premier déplacement international, puisque je crois que les Kurdes, dans une région qui est très instable en général,
en ce moment à feu et à sang, sont aussi une des voies de sortie de solutions politiques, notamment par le confédéralisme démocratique, écologiste, féministe qu'ils construisent au Rojava. Donc ça, c'est la première chose, donc une inquiétude très forte. La deuxième chose, c'est que moi, je crois, vous avez dit, c'est attiqué au Hamas, au Hezbollah. Moi, je voudrais aussi qu'on parle des plus de 45 000 Palestiniens qui ont été tués dans ces attaques, notamment des 13 000 enfants dont la moyenne d'âge est de 5 ans, des Libanais qui ont aussi été touchés très fortement dans les nombreux villages, des bombardements qui continuent aujourd'hui en Syrie avec plus de 470 frappes qui sont faites par Israël sur, alors normalement, ce qu'ils disent, des stocks stratégiques, mais qui sont là aussi inquiétantes, puisque en violation du droit international. Et je crois qu'il faut qu'on fasse respecter le droit international, sinon plus rien ne vaut si ce n'est la loi du plus fort. Oui, je vous rejoins sur plusieurs points. D'abord, les Kurdes de Syrie, du Rojava, c'est une expérience qui est assez rare dans la région. Et autant on voit chez les islamistes des femmes bâchées ou tolérées si elles ne le sont pas, autant on voit dans le Rojava, chez les Kurdes, un pays laïque, des femmes soldates, des commandantes. Et même dans toutes les maires, par exemple les mairies, vous avez à chaque fois des commères, un homme, une femme, voilà, partout. Et des représentantes à l'étranger qui sont habillées comme tout le monde, comme nous en Occident. Donc cette expérience mérite d'être soutenue, d'autant plus que les Kurdes, dans leur prison, il y a 7000 djihadistes. Et si jamais ils étaient défaits, ces 7000 djihadistes, sans parler de 54 000 de leurs familles qui sont à côté, eh bien, s'ils sont lâchés, il y a des Français, des Belges, des Européens, des Américains, des Arabes. C'est un problème. Ça va poser un vrai problème. Comment on résout ce problème? Donc, la Turquie veut briser les reins des Kurdes de Syrie. Et le nouveau pouvoir est proche de la Turquie. Et donc, il va falloir négocier. Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, Antoine Basbous, c'est le risque djihadiste en France de ce fait. Comment on répond à ça, Mathilde Panot? Écoutez, il y a une première chose. Moi, je ne pense pas qu'on puisse déléguer aux Kurdes le fait de retenir les djihadistes français. Enfin, moi, je pense qu'il faut d'abord rapatrier les enfants français qui sont dans le nord de la Syrie, y compris parce que c'est le respect de la Convention internationale des droits des enfants, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ensuite vous avez un parquet national antiterroriste et que c'est son travail de faire le travail justement lorsque des gens reviennent, notamment de la Syrie, et que donc je crois que là, ce ne sont pas les Kurdes qui doivent garder, j'allais dire, les djihadistes, c'est qui? Parce que la Syrie, pour l'instant, c'est très flou. Justement, il faut rapatrier, avoir un parquet national antiterroriste qui ensuite les juge, notamment dans les exactions qui ont été commises. Enfin, vous jugez les gens. Je sais pas ce que vous pouvez faire d'autre que juger les gens. Sur le Liban, vous vouliez parler du Liban aussi, Antoine Basbous. Écoutez, le Liban était sous colonisation syro-iranienne depuis 1969. Donc le père Assad avait envoyé des Palestiniens, des Syriens avec un treillis palestinien qui s'appelait la Saïka, et ils ont colonisé tour à tour le Liban en s'étant associés l'un à l'autre. Et on est arrivé à 82, 83, quand le Drakkar a été fait exploser par ces agents-là, quand le QG américain, à la même minute, a sauté également, les otages français, les journalistes, les assassinats, l'ambassadeur tué, bref, l'histoire, la présence syrienne et iranienne au Liban, qui se sont relayés et associés, eh bien, ça a été un mandat, une occupation, mais d'une calamité indescriptible. Le Hezbollah, c'était le bras armé de l'Iran au Liban, et c'est lui qui avait la charge d'être l'armée de l'Iran en Méditerranée contre Israël pour sauver les soldats. Le Hezbollah, justement, Jean-Luc Mélenchon en parlait tout à l'heure en disant que ça n'est pas un problème politique. Non, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que ce n'est pas à nous de décider. Le Hezbollah, et d'ailleurs Emmanuel Macron, lorsqu'il était allé au Liban, avait rencontré le chef du groupe parlementaire du Hezbollah. Le Hezbollah est présent au Parlement libanais. Donc ce n'est pas à nous de décider sur cette question-là. Mais je vais vous dire, moi je peux entendre beaucoup de choses, y compris sur des explications géopolitiques qui sont importantes, intéressantes, etc. Mais la réalité de ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez une extrême droite israélienne qui a décidé de violer la souveraineté du Liban et notamment d'attaquer à plusieurs reprises la FINUL, ce qui est une attaque sur le droit international. Et la FINUL dit aujourd'hui que sur le cessez-le-feu qui a été signé, il y a d'ores et déjà plus de 100 violations du cessez-le-feu, il y a encore eu 3 morts ce week-end. Oui, quand même, laissez-moi vous dire, pour le Hezbollah, ce sont
des mercenaires, je répète, mercenaires de l'Iran au Liban qui ont une mission. Le 8 octobre, c'est le lendemain du 7 octobre 2023, est-ce qu'ils se sont concertés avec qui que ce soit pour ouvrir le feu, pour déclarer la guerre à Israël? Est-ce que c'est dans l'intérêt du Liban de venir ouvrir un front? C'était l'intérêt de l'Iran et c'est l'Iran qui a dit unité des fronts. Il faut que tout le monde, que tous nos proxys, tous nos frelons que nous avons placés autour d'Israël, c'est la stratégie du général Soleimani qui a été mise en application. Mathilde Panot vous répond en quelques secondes. En fait, ça, c'est la manière dont vous interprétez les choses, c'est-à-dire le Hezbollah n'aurait pas dû faire ça, comme le Hamas n'aurait pas dû faire les crimes de guerre du 7 octobre. D'accord. Mais est-ce que toute une population civile doit être génocidée, comme c'est le cas à Gaza, colonisée, comme c'est le cas en Cisjordanie, ou bombardée, comme c'est le cas au Liban? Je ne suis pas d'accord avec cela. Bien, voilà. merci. Merci Antoine Basbous, parce que évidemment, on a 10 minutes, mais ça va très vite 10 minutes, surtout pour refaire le monde. Tout à fait, surtout que c'est des sujets complexes. Surtout pour refaire le monde et un monde sensible. On va terminer par les questions personnelles. Une question personnelle, Clément Méry. Oui, Mathilde Panot. On parle systématiquement d'une possible candidature à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, et en même temps, lui-même a dit qu'il souhaitait être remplacé. Alors, est-ce que vous vous êtes préparé, vous, personnellement, à assumer cette responsabilité? Je crois qu'on est plusieurs à être dans un collectif où, effectivement, nous préparons toutes les possibilités. Non mais Clément, vous avez dit vous personnellement. Écoutez, je suis présidente d'un groupe parlementaire, donc pour l'instant, je m'occupe de mon groupe parlementaire. Non mais est-ce que vous avez une légitimité? Oui, aussi. Mais ça fait partie des options que Jean-Luc Mélenchon répète régulièrement. Si c'est ma volonté, pas vraiment. Mais je vais vous dire, dans une présidentielle qui dure entre 20 et 35 jours, je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est effectivement le mieux placé, le plus expérimenté, et avec la force de conviction dont je parlais. Mathilde Panot, y a-t-il des députés que vous admirez ou que vous respectez hors NFP? Hors Nouveau Front Populaire. Ah oui. Qu'il ne soit pas de gauche, quoi, en clair. Ça me fait rire parce que vous pensez un peu que je suis une sauvage, donc ça me fait non, un peu rire. Je vais vous dire, par exemple, des gens avec qui j'ai travaillé, alors je ne sais pas si je les admire, parce que ça serait peut-être un peu trop, mais par exemple, j'ai travaillé avec Olivier Servat sur la question du droit à l'eau, notamment du droit à l'eau en Guadeloupe, sur lequel nous n'avons jamais eu gain de cause, député de Lyotte. J'ai beaucoup apprécié Jean-Paul Mattei lorsqu'il était, comme on l'appelait sur les réseaux sociaux, Super Mattei sur les super dividendes. Modem. J'ai travaillé beaucoup avec Erwan Balanan sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG. Pourquoi vous n'y êtes pas allé, enfin Par exemple, j'ai travaillé, et d'ailleurs il votait avec nos amendements avec Mansour Kamardine, de Mayotte, qui disait par exemple sur les sujets de l'eau, en disant aux macronistes qui se moquaient de ce qu'on portait sur la question de l'eau, notamment à Mayotte, mais pas que, il disait, vous pouvez rigoler, mais moi quand je suis à Mayotte, je me douche une fois tous les 2 jours parce qu'il n'y a pas d'eau. Et lorsqu'il est revenu au mandat après 2022, c'était une fois tous les 3 jours. Voilà ce que ça veut dire. 30 secondes et 30 secondes, Thierry Fabre. Mathilde Panot, j'aimerais bien savoir si vous avez des retours de vos soutiens ou de la population. En ce moment, le sentiment qu'on a, c'est que les Français sont de plus en plus inquiets de cette instabilité. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être considéré comme l'artisan du chaos? Réponse vraiment 10 secondes. Les gens sont soulagés, ils nous disent merci d'avoir fait tomber Barnier et le gouvernement qui, notamment, voulait ne pas indexer les pensions des retraités, supprimer 4000 professeurs, etc., etc. Alors, donc les gens on a disent terminé. merci. Non, c'est fini. La télévision, ça a un début, ça a une fin. Vous savez, plus de temps normalement. Vous savez bien, Hugo Couturier, que c'est comme ça que ça se passe. Et puis surtout que c'est la dernière de l'année 2024, avec des travaux parlementaires qui pourront peut-être se terminer avant Noël, on vous le souhaite. En tout cas, c'est la fin de ce lundi, c'est politique 2024, le dernier de l'année. Et ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera le lundi soir sur LCP à partir de 2025 et de janvier, bien sûr. Bonne soirée, merci et à très bientôt. Et bon anniversaire.